Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En cette période hivernale, je regarde pas mal de vidéos YouTube et ça fait quelques années déjà que je regarde une chaîne qui s'appelle Rafu. Donc Rafu, c'est un YouTuber qui partage pas mal de contenu sur des affaires criminelles, des affaires de disparition. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a une manière de conter qui vous emmène complètement dans l'histoire. Et il y a à peu près 2 ans, il a partagé une histoire sur sa chaîne qui a vraiment retenu mon attention. C'est une histoire qui commence un peu comme une session de pêche, comme moi je pourrais en faire avec Castar, c'est-à-dire ces 2 potes qui se retrouvent pour passer un week-end de pêche avec un campement, tout ça, passer un bon moment. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire une mauvaise rencontre. Avant de vous laisser entre les mains expertes de Rafu, je tiens en tout cas à prévenir les âmes sensibles de ne pas regarder cette vidéo parce que quand même l'histoire elle est un petit peu choquante, un petit peu violente on peut dire même. Et pour les autres, peut-être de s'en servir pour renforcer un petit peu sa vigilance parce que quand on est au bord de l'eau, on ne sait jamais qui on va rencontrer donc il faut faire quand même très attention. Donc voilà, place à Rafu, place à l'histoire, c'est parti. Scott Johnston et Sean Farmer sont 2 amis d'enfance et aujourd'hui encore, à chaque fois qu'ils le peuvent, ils se retrouvent pour passer le week-end ou les vacances ensemble et pour pratiquer leur activité favorite, la pêche. Et c'est ainsi qu'en mai 2008, ils se donnent rendez-vous au bord d'un petit cours d'eau en Virginie qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ils ont bien l'intention de prendre du bon temps, de profiter un maximum et puis aussi de se régaler avec les bonnes truites fraîches qu'ils vont pêcher pendant leurs vacances. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur petite escapade va se transformer en un véritable cauchemar quand ils vont croiser le chemin d'un inconnu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire vraie incroyable qui va sans aucun doute vous donner des frissons et peut-être même vous faire passer l'envie d'aller pêcher pour ceux qui pêchent. Générique. L'endroit où Sean et Scott ont décidé de se retrouver est une petite rivière qui s'appelle Dismal Creek. Ce petit cours d'eau est situé en plein cœur de la Virginie et plus précisément dans le comté de Giles, un petit peu en contrebas du Sentier des Appalaches. Le Sentier des Appalaches, si vous ne connaissez pas, c'est un circuit de randonnée plutôt mythique aux États-Unis qui mesure pas moins de 3500 km de long et traverse 14 États. En termes de renommée, j'aurais tendance à le comparer à notre GR20 en Corse, même si, évidemment, les distances n'ont rien à voir. Le coin où nos 2 amis ont prévu de se retrouver n'est pas un coin qui leur est complètement inconnu, puisqu'ils y sont déjà venus au moins 4 ou 5 fois. Ils sont donc plutôt familiers de la région. C'est au calme, loin de toute grande ville, mais pas non plus complètement isolé, du fait de la proximité avec le fameux sentier des Appalaches. Il n'est en effet pas rare de croiser des randonneurs qui s'éloignent un petit peu du sentier pour venir se rafraîchir à la rivière, ou même tout simplement pour venir camper au même endroit qu'eux. Et l'endroit où ils campent justement est une espèce de petit endroit aménagé, une sorte de clairière, à une enjambée seulement de la rivière, et accessible par un sentier de terre carrossable, surtout en 4x4, qui pour autant est quand même pas mal sinueux, et surtout bordé de ravins. Pas de réelle difficulté pour conduire sur ce chemin de jour et quand on est au calme. Mais vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que dans d'autres circonstances, c'est très différent. Scott Johnston, 38 ans, est le premier à arriver. Carleur de profession, Scott est en vacances depuis la veille au soir, et puisqu'il habite à Bluefield, à 50 km seulement de là, il décide de venir de bon matin. Il commence par installer sa tente, puis il part pour sa première session de pêche. La journée est belle et ensoleillée, la pêche est plutôt fructueuse, ce petit trip s'annonce plutôt bien. Aux alentours de 13h, Scott décide de faire une petite pause et d'aller faire quelques courses à l'épicerie du village voisin, Trent's Grocery, à environ 4 km de là. Il grimpe dans son Ford Ranger, conduit prudemment le long du chemin de terre, passe devant quelques habitations à la sortie du petit patelin, avant de finalement arriver à l'épicerie. Alors qu'il se dirige vers le comptoir pour payer, il ne remarque pas la petite affichette qui est apposée sur la tireuse. Il met ses courses à l'arrière du pick-up, à côté de ses prises de la matinée, et redémarre en direction du campement pour aller déjeuner. À un moment, il aperçoit un chien plutôt maigrichon sur le bord de la route. Il décide donc de s'arrêter et à ce moment-là, un homme surgit de la forêt, visiblement le propriétaire du chien. L'homme, qui porte une canne à pêche et une petite besace, fait signe à Scott et lui dit qu'il a trouvé le chien quelques jours auparavant et qu'il a décidé de le prendre sous son aile. C'est le premier d'une très longue série de mensonges. Puis il se présente, il s'appelle Ricky Williams et il campe avec son oncle un petit peu plus loin sur le sentier, à environ 1 heure de marche. Ils sont venus à la base pour chasser, mais Ricky aime bien la pêche aussi et son oncle comptait sur lui pour pêcher leur dîner. Malheureusement, Ricky n'a rien attrapé de la matinée. Scott se dirige donc à l'arrière du pick-up, prend 5 des truites qu'il a pêchées le matin même et les donne à Ricky. Puis il s'apprête à repartir, mais juste avant, il se retourne et dit à Ricky que lui et son ami ont établi leur campement à Walnut Flats, au cas où il ait besoin de quoi que ce soit. Après quoi, il remonte dans sa voiture et s'éloigne. Après avoir déjeuné, Scott retourne à la rivière et y passe
toute l'après-midi. Aux alentours de 17h, c'est au tour de Sean d'arriver au campement. Il se gare, descend, mais ne voit Scott nulle part. En revanche, il y a déjà sa tente installée, ainsi que son pick-up. Il se dit que très certainement son ami Scott est donc déjà à la rivière en train de pêcher. Sean, un gaillard de 33 ans, se dit donc qu'il va à son tour installer sa tente et peut-être commencer à préparer le feu et le dîner, parce qu'à cette période de l'année, la nuit tombe aux alentours de 20h et son ami Scott ne va sans doute pas tarder à rentrer au campement. Alors qu'il s'affaire à monter sa tente, Sean entend des pas derrière lui. Il pense qu'il s'agit de Scott, mais ce n'est pas le cas. Il se lève, se retourne et se retrouve nez à nez avec un homme maigre vêtu d'un treillis camouflage et de chaussures de randonnée neuves. L'homme est accompagné d'un chien. Vous l'avez deviné, il s'agit de Ricky Williams. Ce dernier fait part de sa rencontre avec Scott en début d'après-midi et lui dit que Scott lui a proposé de venir dîner avec eux. Bien qu'un petit peu surpris, Sean ne dit rien, d'autant plus qu'il y a une tradition sur le sentier des Appalaches, c'est de non seulement toujours venir en aide à son prochain, et aussi d'être amical avec les autres randonneurs. Il propose donc à Ricky de commencer à ramasser du bois et à s'occuper du feu, pendant que lui va s'occuper de vider les poissons et de les nettoyer. Lorsque Scott revient de la rivière, quelques dizaines de minutes plus tard, il aperçoit son ami Sean en pleine discussion avec l'inconnu qu'il a rencontré un petit peu plus tôt. Il ne pensait pas que l'inconnu viendrait leur rendre visite, mais ma foi, ça ne lui pose pas de problème plus que ça. Il aide donc à préparer le feu, et une fois tout prêt, les trois hommes s'installent autour du foyer pour dîner. Ricky leur raconte un petit peu sa vie, il leur explique qu'il a fait ses études à Virginia Tech, un institut polytechnique plutôt réputé dans le pays. Puis il dit avoir travaillé à la NASA, mais à cause de la pression, il a ressenti le besoin de prendre un petit peu de recul, et c'est la raison pour laquelle il a démissionné. En ce moment, il vit dans la forêt avec son oncle et leur nouveau chien donc, depuis environ 2 semaines, pour y chasser la dinde. Alors, autant vous dire que Sean et Scott, ils ne sont pas dupes et ils n'en croient pas un mot. Ils se doutent qu'il invente probablement toutes ces histoires pour essayer de les impressionner, donc ils ne lui disent rien. Mais pour eux, Ricky ressemble plus à un ivrogne qui s'est fait mettre à la porte par sa femme et qui vit dans la forêt, plutôt qu'à un ingénieur de la NASA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont volontiers partagé leur repas avec lui, mais qu'en revanche, ils ne lui ont pas offert de bière. Et alors que la soirée avance et que la nuit commence à tomber, puisqu'on arrive aux alentours de 20h30, les deux hommes se demandent silencieusement ce que Ricky peut bien attendre pour partir. D'autant plus que, d'après ses dires, son campement est situé à environ 1 heure de marche. Et alors qu'ils s'interrogent l'un l'autre discrètement du regard, l'homme brusquement se lève, se tape sur la cuisse et s'adressant à son chien lui dit « Allez mon garçon, il commence à faire noir, on doit y aller. » Et sans un mot pour ses hôtes, il s'éloigne. Les deux amis se regardent et se retiennent de pouffer de rire, au moins en attendant que l'homme soit suffisamment loin pour ne pas les entendre, mais l'envie de rire va bientôt leur passer. À peine quelques instants après les avoir quittés, l'homme qui prétend s'appeler Ricky fait demi-tour et revient silencieusement vers leur campement. Sean et Scott lui tournent le dos, toujours autour du feu de camp. C'est alors qu'il sort un revolver de sa veste, un calibre 22, le pointe vers la tête de Sean et presse la détente. Scott n'a pas vu ce qu'il s'est passé, mais après avoir sursauté à cause de la détonation, il se retourne et découvre Ricky, le bras tendu vers son ami Sean, qui gît au sol. Sean, dans une incompréhension totale, se relève et se palpe le visage. Il ne comprend pas encore qu'il vient de se faire tirer dessus, et alors qu'il tourne la tête, il découvre Ricky, qui pointe maintenant son revolver en direction de Scott, et fait feu une nouvelle fois. Le visage de Ricky est froid, fermé, il ne montre aucune émotion. Scott se relève et essaie de s'enfuir en direction de la forêt, mais Ricky lui tire de nouveau dessus. Alors que Sean réalise avec horreur ce qu'il est en train de se passer, Ricky, qui est à quelques pas de lui seulement, se tourne de nouveau dans sa direction et lui tire une nouvelle fois dessus, le touchant à la poitrine. Mais sous l'effet de l'adrénaline, il ne semble pas ressentir la douleur et réussit à s'enfuir et à atteindre sa voiture, une Jeep Cherokee, puis à grimper dedans. Tremblant, il parvient néanmoins à introduire la clé dans le contact, mais avant qu'il n'ait le temps de démarrer, Ricky fait son apparition sur le côté du véhicule, au niveau de la fenêtre ouverte côté conducteur, et lentement, il lève son arme en direction de la tête de Sean. Sean, pétrifié, ne sait quoi faire, si ce n'est mettre sa main entre le canon et son visage, et il attend. Ricky n'a plus de munitions. Sean démarre alors et enfonce la pédale d'accélérateur. Pied au plancher, il s'éloigne quand soudain, son ami Scott sort de la forêt. Il s'arrête, le fait monter et redémarre en trombe. Sean demande à Scott « Mais qu'est-ce qui vient de nous arriver ?» Scott saigne abondamment, mais il semble avoir réussi à stopper l'hémorragie au niveau de son cou en bouchant le trou avec ses doigts. De son côté, Sean fait de son mieux pour rester sur le chemin de terre, mais il ne voit plus rien de l'œil gauche et, s'étant fait tirer dans la tête, il lutte pour ne pas perdre connaissance. Vous vous souvenez quand je vous ai dit tout à l'heure que le chemin, de jour et en conduisant au calme, il était plutôt facile ?
Et voilà, c'est plus du tout le cas. Non seulement Sean conduit le plus vite qu'il peut, mais en plus de ça, il fait nuit noire, les virages sont serrés et le véhicule manque de quitter la route à de très nombreuses reprises. Lors d'un écart, il roule même sur un talus sur le bas-côté et le 4x4 manque de partir en tonneau, mais miraculeusement, il arrive à redresser à temps. Pendant ce temps-là, Scott, d'une main, sort son téléphone pour essayer d'appeler les secours, mais il n'y a pas de réseau. Il décide donc de conduire jusqu'aux premières habitations, celles à la sortie du hameau, et de leur demander de l'aide. Et c'est ainsi qu'un peu avant 21h, il frappe à la porte de la famille Miller. Lorsque Pearl, la maman, ouvre la porte et se retrouve face à Sean qui lui demande s'il peut rentrer pour appeler les secours, elle se méfie énormément. Elle pense qu'il ne s'agit que d'une ruse pour juste rentrer chez elle. Mais alors qu'elle aperçoit Scott descendre du véhicule et s'approcher d'eux, et qu'elle voit ses vêtements tachés de sang, elle comprend que la situation est très sérieuse. Elle fait donc entrer les deux hommes et prévient immédiatement les secours. Quelques instants plus tard, une ambulance arrive et les évacue à une clinique toute proche, mais devant la gravité de leurs blessures, un hélicoptère est dépêché pour évacuer les deux hommes à l'hôpital de Roanoke, à environ 130 km de là. Sean est opéré pour essayer de retirer la balle qu'il a prise dans le crâne, ainsi qu'une balle qu'il a prise dans la poitrine. Scott, lui, pour la balle qui lui a perforé le cou, ainsi que pour une balle qu'il a dans le dos, et qui d'ailleurs s'y trouve toujours aujourd'hui. Parce que oui, les deux hommes ont miraculeusement survécu à leurs blessures. Et qu'est-il advenu de Ricky Williams, vous allez me demander? Eh bien, il a volé le véhicule de Scott et a essayé de s'enfuir, mais très rapidement, un officier de police a repéré le véhicule volé et l'a pris en chasse. Pris de panique, Ricky a fait une sortie de route et a eu un très grave accident qui a nécessité qu'il soit lui aussi évacué en hélicoptère à l'hôpital de Roanoke. Il sort de l'hôpital le lendemain, le 9 mai 2008, et est immédiatement transféré à la prison de Dublin. Pas Dublin en Irlande, hein, Dublin en Virginie. Oui, ça existe. Bah, moi non plus, je ne savais pas. Et le surlendemain, le 10 mai 2008, donc, il est retrouvé sans vie dans sa cellule. Il semblerait que lors de son accident, il ait fait une grave hémorragie interne qui n'a pas été détectée. Mais qui était cet homme et pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, son nom n'était pas Ricky Williams. Mais ça, vous le saviez déjà, pas vrai? Avez-vous eu le temps de voir son nom sur l'affiche disposée dans l'épicerie? Il s'agissait en fait d'un homme répondant au nom de Randall Lee Smith, un homme qui avait déjà été arrêté en 1980 pour des faits très similaires, dont je vous parle dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas non plus le secret, comme d'habitude, j'épinglerai le commentaire de la première personne qui trouvera. En attendant, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, faites attention si vous allez pêcher, et moi je vous dis à très bientôt. Salut! Bon, je vous avais pas menti les gars, c'est pas une histoire de dingue qui arrive à ces deux pêcheurs là, c'est complètement dingue, j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive faire ce genre de rencontre. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Rafu qui m'a permis de partager avec vous aujourd'hui cette expérience. Donc encore merci à lui, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et franchement à vous abonner à sa chaîne, moi ça me ferait plaisir personnellement. Alors me concernant, en tout cas sur 2024, beaucoup de nouveaux projets, de nouveaux concepts, je pense que vous allez adorer. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à ma chaîne aussi. Allez faire un tour sur mon TikTok, le lien dans la description, le lien de la chaîne de Rafu dans la description. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous aurez aimé ce petit contenu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les gars!